Paléontologue, biologiste marin de renom, Bruno David a pris la tête du prestigieux Muséum d'histoire naturelle à Paris il y a un peu plus de 2 mois. En inaugurant le nouveau musée de l'homme, dont il a aussi la charge, il a précisé d'emblée ses intentions, promouvoir une culture de la nature en pleine COP21. Bruno David est le grand témoin de 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous et bienvenue sur TV5 Monde. Alors, on s'apprête, selon vous, Bruno David, à assister à ce que vous appelez à une rupture environnementale majeure. Expliquez-nous. Bon, ça fait déjà quelques années, voire quelques décennies qu'on assiste à cette rupture environnementale qui se traduit par la disparition de certaines espèces, qui se traduit par une surexploitation des ressources de la planète, de la surpêche, de la déforestation, par des changements d'environnement, par des pollutions diverses, etc. etc. Juste un chiffre pour frapper un peu l'imagination. On goudronne ou on bétonne en France un département tous les 7 ans. Un département tous les 7 ans, ce qui n'est pas sans conséquence sur la biodiversité? Eh bien, nécessairement, oui, ça a des impacts sur la biodiversité. Ça veut dire qu'on réduit les espaces naturels ou espaces précédemment anthropisés, à travers des bocages, à travers des champs, à travers des prairies d'élevage aussi, à travers des forêts, bien sûr. Mais ça donne une mesure de la pression anthropique et de la pression de l'urbanisation sur nos territoires métropolitains. Quel est concrètement l'impact du réchauffement de la planète sur la biodiversité, du coup du réchauffement et de la main de l'homme, de nous-mêmes, sur les animaux en particulier? Prenons par exemple les océans. Vous avez travaillé pendant de longues années sur les fonds des océans et sur ce qu'on appelle le changement global. Qu'en est-il? Oh, c'est très simple. Le réchauffement se traduit évidemment par un réchauffement des masses d'eau et donc généralement par une migration vers le nord dans l'hémisphère nord ou vers le sud dans l'hémisphère sud des espèces qui sont dans l'océan, souvent des espèces assez mobiles si on pense aux poissons, mais il y a aussi des espèces qui vivent au fond, qui sont moins mobiles et qui se déplacent avec leurs larves, mais qui migrent également soit en direction du nord, soit en direction du sud, selon les hémisphères. Ça, c'est le premier impact du réchauffement lui-même. Ce qui est spectaculaire aussi, semble-t-il, c'est les oiseaux, les animaux marins, mais aussi les oiseaux. Les chiffres sont assez éloquents. Qu'en est-il? Oui, donc dans le monde continental, les oiseaux migrent vers le nord. Ceux qui migrent encore plus vite vers le nord, ce sont les papillons. Mais souvent, ces espèces ont du mal à suivre le rythme du changement climatique lui-même. C'est-à-dire que les ceintures climatiques ont tendance à se déplacer plus vite que les espèces sont elles-mêmes capables de le faire. Si on pense à des végétaux, par exemple, si on pense à un chêne, ça ne se déplace pas très vite. Ça ne va pas prendre ses racines sous ses branches et puis se mettre à courir pour aller chercher un emplacement meilleur pour lui. Il subit. Il va subir, ça va se déplacer simplement au moment de sa reproduction où les glands vont être déplacés par des animaux, des écureuils pour prendre un animal sympathique par exemple, qui va transporter le gland un petit peu plus loin. Donc la vitesse de migration du chêne, elle est relativement lente. Surtout qu'un chêne, ça vit longtemps. Ça ne se déplace pas tous les jours. De plus en plus de scientifiques parlent, Bruno David, de 6e extinction. Est-ce votre avis? Oui, depuis 500 millions d'années, la biosphère a subi 5 crises majeures d'extinction. Alors, on peut comparer ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec ce qui s'est passé dans ces périodes anciennes et voir si on est sur la même dynamique que ces crises anciennes. En fait, si on regarde le nombre d'espèces qui se sont éteintes, on est au tout début du voyage. Une grande crise, ça a éteint 80% des espèces. Aujourd'hui, on est très très loin d'avoir éteint 80% des espèces, d'avoir éradiqué 80% des espèces de la planète. On est au tout début du voyage, mais on s'engage sur ce chemin à une très très grande vitesse. Jamais dans l'histoire de la planète, il y a eu des extinctions d'espèces à un rythme aussi élevé que celui qu'on observe aujourd'hui. Et d'ailleurs, les mots sont importants et vous insistez sur le fait qu'il s'agit de crise, justement, et non pas d'hécatombe. Quelle est la nuance ? Il y a une grande nuance. Là, c'est vraiment un discours que auquel je tiens beaucoup. Une crise, ça n'est pas une hécatombe. On nous représente souvent la crise avec un pauvre dinosaure qui voit arriver sur lui une météorite qui tombe du ciel. Et il se dit, ça y est, ça va être pour moi, je vais mourir, ça va très mal se passer. En fait, une crise, ça n'est pas ça. Une crise, c'est simplement qu'il y a de moins en moins d'individus qui naissent. Une crise ne fait pas de mort. Elle réduit le nombre de naissances. Elle décime une espèce. Elle décime une espèce, c'est-à-dire que d'une génération à l'autre, il y a de moins en moins de naissances. Il y a une diminution de ce qu'on appelle le succès reproducteur des espèces et il y a de moins en moins d'individus. Et un exemple emblématique de ça, ce sont les oiseaux d'Europe. 420 millions d'oiseaux en moins en 30 ans en Europe. Aucune espèce ne s'est éteinte. Ce sont des pinsons, ce sont des rouges-gorges, ce sont des mésanges. Il y en a 420 millions en moins par baisse de ce succès reproducteur. Oui. Alors ça, c'est un constat implacable, Bruno David, mais pour les téléspectateurs qui nous regardent ce soir sur TV5 Monde, c'est assez inquiétant.
On a envie de vous demander, est-ce irréversible ou alors est-ce qu'on peut encore agir pour éviter le pire? Alors c'est la première fois dans l'histoire de la planète qu'une espèce est responsable d'une crise. En l'occurrence, alors ça c'est intéressant. En l'occurrence Homo sapiens. Donc ça c'est intéressant. Alors c'est inquiétant parce qu'on s'engage sur ce chemin, on y va très très vite, beaucoup plus vite que ce qui est les capacités de réaction que peut avoir la biosphère, que ce que permettent les capacités de réaction de la biosphère. Ça c'est inquiétant, mais en même temps on a une conscience qui nous permet de prendre conscience de la gravité de la situation et qui nous permet, au moins en théorie, de réagir et de corriger nos attitudes. Donc ça, on est à la fois pessimiste parce qu'on s'engage sur un chemin dont on voit très bien qu'il mène dans un mur, et en même temps on peut être optimiste parce qu'on a la capacité de réagir. Et à ce sujet, les débats en ce moment à la COP21 vous semblent-ils à la hauteur des enjeux? Nous parlons bien entendu de faune, de flore, de biodiversité. Je suis très admiratif devant les hommes politiques, les hommes et les femmes qui mènent ces débats. Parce que c'est difficile de mettre 195 pays d'accord. Et tout progrès qui sera fait sera bon à prendre. Je reste modeste, je pense. Je pense qu'il y a des choses formidables qui pourraient être faites. Même si on n'atteint pas le maximum de ce qui peut être fait, tout ce qui sera fait sera bon à prendre. Bien sûr, il y a d'énormes enjeux. Il faut qu'on soit au-dessus d'un certain seuil. On ne peut pas rester à un minimum minimaliste. Et j'espère que cette COP21 sera un succès. Il faut tous l'espérer que ça soit un succès. C'est une nécessité que ça soit un succès. On doit agir. Et d'ailleurs, c'est une nécessité, et vous le prouvez, puisque dès votre arrivée à la tête du Muséum d'histoire naturelle à Paris, vous avez placé ce grand rendez-vous climatique au cœur de votre institution. En quoi votre établissement peut-il servir dans cette lutte contre le réchauffement climatique et pour la préservation de notre planète? Alors, le muséum en lui-même ne lutte pas contre le réchauffement climatique. Il peut lutter par son comportement qui se doit d'être exemplaire dans le domaine. Ouais. Mais son rôle essentiel, c'est d'éduquer. C'est d'instruire le public, c'est de lui expliquer ce qui se passe, de lui expliquer en quoi le changement climatique peut modifier la biodiversité, mais de lui expliquer aussi en quoi la biodiversité a un rôle sur le climat. Parce que ça marche dans les deux sens. C'est à la fois le climat qui influence la biodiversité, mais aussi la biodiversité qui influence le climat. Le rôle des forêts notamment pour les émissions de gaz à effet de serre. Comme je suis biologiste marin, le rôle du plancton marin quand même. Le rôle du plancton qui produit quand même 50% de l'oxygène qu'on respire et qui absorbe à peu près 25% du CO2 que l'on produit. Alors justement, vous dites éduquer, mais comment sensibiliser l'opinion, les jeunes comme les moins jeunes? Parce que très franchement, beaucoup d'écoliers, par exemple, font des sorties scolaires pour venir chez vous. Alors le soir, on imagine que ces enfants racontent à la maison ce qu'ils ont vu et les dangers, mais après, petit ou plus grand, on reprend une activité, si je puis dire, normale, et là, on devient un consommateur. Alors j'ai un projet pour le muséum, évidemment. Alors je ne vais pas vous décliner tout mon projet, ça serait beaucoup trop long quand même. Mais je vais vous en donner un élément. Ouais. J'aimerais bien que le muséum soit en capacité de répondre à des questions que se posent les citoyens, ou dont les citoyens entendent parler tous les jours sur les médias, comme votre média par exemple. Et à titre d'exemple, de proposer dans la Grande Galerie de l'Évolution des petits stands qui répondent à ce genre de questions. La 6e crise, est-ce un mythe ou une réalité ? Avec quelle dynamique avance-t-elle? Les services écosystémiques, qu'est-ce que c'est? Les OGM, c'est dangereux ou c'est pas dangereux? Etc. etc. Et je voudrais qu'on ait une sorte d'hybride entre des expositions temporaires et des expositions permanentes qui soient présentées dans la Grande Galerie et où le public vienne chercher des réponses. Il y a notamment une exposition, d'ailleurs, les enquêteurs de la nature. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Ah oui, avec plaisir. Alors ça, c'est une relativement petite exposition qui se passe dans le cabinet d'histoire naturelle du muséum. Et c'est une exposition absolument passionnante qui montre tout ce qu'on appelle la science participative, et notamment ce qui s'appelle Viginature au muséum, où on invite les citoyens à aider les chercheurs à recueillir des données. Et ça, c'est très utile, parce que ça permet de démultiplier l'effort, ça permet de recueillir énormément de données. On appelle ce programme 65 millions d'observateurs. Et ça permet d'aboutir à des résultats fantastiques. La migration des papillons vers le nord, par exemple, ça a été obtenu grâce à ça. Alors, on a une petite surprise pour vous, Bruno David, dans quelques instants, mais d'abord... Les animaux qui disparaissent, vous êtes paléontologue, est-ce qu'on peut les revoir un jour ou c'est là encore? Alors, il y a toujours eu des espèces qui disparaissaient. Ça n'est pas nouveau. Après, c'est une question de rythme. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui disparaissent ou il y en a moins qui disparaissent? Aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça encore qui ont disparu. On est au tout début du chemin, mais on y va très très vite, comme je le disais tout à l'heure. Alors, il y a toujours eu donc des espèces qui ont disparu. Et une espèce qui a disparu ne revient jamais. On ne revient jamais en arrière. L'évolution est irréversible. Donc si on enlève une espèce de la planète d'aujourd'hui, cette espèce ne reviendra jamais. C'est une perte irréversible et ça pose des problèmes éthiques. Ça pose le problème de l'éthique
de l'homme par rapport au reste de la biosphère. Alors, nous avons reçu récemment, et elle est là, la surprise, Bruno David, la présidente de la République de Maurice. Je sais que vous connaissez d'ailleurs bien l'île Maurice, puisque le dodo d'île Maurice est menacé de disparition. La chef de l'État, il a disparu. Il a même disparu d'ailleurs. On l'avait évoqué avec la chef d'État. Est-ce que vous savez ce que Amina Gourib-Fakim fait systématiquement quand elle vient à Paris? Je ne vais pas vous demander une réponse, je vous demande tout simplement de regarder. Vous avez un lieu de prédilection lorsque vous êtes en voyage à Paris, je vous vois sourire, un site que vous visitez à chaque fois que vous venez dans la capitale française. Quel est ce lieu? Dites-nous. Ce serait forcément le muséum d'histoire naturelle. L'histoire naturelle de Paris, pour moi, c'est un lieu de pèlerinage parce que j'y crois, comme j'ai dit tout à l'heure, notre survie dépend de notre biodiversité, comment on la conserve, parce que quand on la conserve, c'est pas forcément altruiste, c'est assurer notre survie sur cette terre. Un lieu de pèlerinage, votre réaction, Bruno David? Je suis très honoré d'être le lieu de pèlerinage de la présidente de l'île Maurice. C'est incroyable. C'est vrai que nous avons un dodo empaillé, nous avons plusieurs dodos d'ailleurs au muséum, et nous avons malheureusement une galerie qui s'appelle la Galerie des animaux disparus. Et comme disait mon prédécesseur Gilles Boeuf, c'est vraiment la galerie que j'aimerais pouvoir fermer. Mais bon, elle existe, et il y a le dodo évidemment qui trône à l'entrée de cette galerie, qui était un très bel oiseau. Terminons peut-être par un message que vous donneriez aux plus jeunes qui nous regardent aujourd'hui pour protéger la nature, pour protéger la biodiversité, les richesses de notre planète. Que faut-il faire concrètement à son échelle quand on est petit? Marcher à pied, tout simplement. Mais sinon, faites de l'histoire naturelle. L'histoire naturelle est belle, l'histoire naturelle est fantastique. Faites de l'histoire naturelle. Intéressez-vous à l'environnement, à la biodiversité. Vous verrez, c'est passionnant. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Bruno David. Je rappelle que vous êtes donc à la tête, que vous présidez le Muséum d'histoire naturelle à Paris. Merci à vous. Merci beaucoup.